Allô la famille, venez asseyez-vous, nous allons parler d'un sujet très important aujourd'hui. Savez-vous que nos reins filtrent près de 180 litres de sang par jour, soit l'équivalent des 760 d'eau. Ces deux organes discrets en arrière de notre dos, en forme d'haricots, sont de véritables centrales de traitement pour notre corps. Ils filtrent le sang, éliminent les déchets, régulent l'eau et les minéraux, contrôlent la pression artérielle et même produisent des hormones essentielles pour notre organisme. Sans eux, notre équilibre interne serait complètement déréglé. Mais voilà le problème, que les maladies rénales progressent à une vitesse inquiétante partout dans le monde. Et le pire, c'est que dans la majorité des cas, on ne s'en rend pas compte. Donc selon l'OMS, presque 10% de la population mondiale, environ 800 millions de personnes dans le monde, souffrent de maladies rénales chroniques. Et cela représente une augmentation de plus de 90% depuis les années 1990. Alors voyons voir c'est quoi le rein et pourquoi les reins sont-ils si importants. Donc voici ce qu'ils font pour nous chaque jour. Ils filtrent les déchets, les toxines du sang, ils régulent l'équilibre hydrique et électrolytique, ils maintiennent la pression artérielle et même le taux de sucre, ils régulent le pH de notre sang, ils filtrent les protéines. Ils produisent des hormones comme l'érythropoïétine qui stimule la production des globules rouges ou aussi la forme active de la vitamine D qui est une hormone vraiment importante pour diverses activités dans notre organisme comme notre immunité, comme l'équilibre de nos os. Nous voyons donc que si nos reins ne fonctionnent pas bien, c'est tout notre corps qui sera déréglé. Alors voyons un peu c'est quoi les maladies rénales chroniques. Donc pour mieux apprendre à protéger nos reins, nous devons être en mesure de comprendre certains concepts utilisés par les spécialistes et les médecins en général. Ça va paraître un peu compliqué, mais là, je ferai de mon possible pour faciliter notre compréhension. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas spécialiste en néphrologie, mais j'ai pris de mon temps pour lire et relire ce que j'ai appris à l'université et mettre à jour. Alors, une première définition simple, c'est quoi les maladies rénales chroniques ou MRC? Ça désigne un affaiblissement progressif de la fonction rénale. Afin de faciliter la pratique, des outils ont été mis en place pour classifier les maladies chroniques en stades de prise en charge. Ainsi donc, il existe plusieurs classifications de maladies rénales chroniques. Mais dans le cas de cet épisode, nous allons utiliser celle que nous avons trouvée, ce sera le TFGE. Notre but ici est de nous permettre d'avoir la même compréhension, le même outil de référence, afin de savoir poser des bonnes questions au médecin pendant notre consultation, en fonction de l'information reçue du professionnel de la santé, savoir surtout quel style de vie adopter pour protéger nos reins. Selon cette classification, le MRC, ils sont repartis en 5 stades. Important de savoir qu'il existe des gens qui ne sont pas classés dans ces 5 stades de la MRC. Ce sont des personnes, par exemple, qui auront un taux de filtration glomérulaire supérieur à 90, mais sans lésion. Ou bien, selon d'autres paramètres, ont par exemple la présence de signes ou des lésions rénales. Il peut s'agir aussi des personnes dont le taux de filtration glomérulaire est plus bas, mais sans aucun signe rénal. Ici, nous allons simplement considérer notre classification standard. Nous allons donner le temps d'y aller lentement pour notre meilleure compréhension à tous. Donc, pour le stade 1, certaines personnes sont classifiées dans le stade 1, c'est-à-dire après une prise de sang, on va regarder leur taux de filtration glomérulaire estimé. Ici, il sera supérieur ou égal à 90. Chez eux, la fonction rénale sera normale ou élevée, mais avec de signes ou des lésions rénales prouvées. Par exemple, chez ces personnes pourtant avec un taux de filtration glomérulaire supérieur à 4 ou égal à 90, on pourrait trouver des protéines dans leurs urines. Par exemple, une albuminurie, c'est-à-dire de l'albumine supérieure à 30 mg supérieure à 30 mg. Les maladies génétiques rénales comme la polykystose rénale, certaines cicatrices rénales à l'imagerie, certaines protéinuries persistantes. Donc ici, on parle du stade 1. Sur le plan clinique,
C'est un stade qui est considéré comme normal. La personne est considérée comme normale parce que souvent asymptomatique. Et la détection est quand même précoce et quand même essentielle pour un suivi. Et on verra plus tard par rapport à la prise en charge. Stade 2, le taux de filtration glomérulaire est situé entre 60 et 89. Donc, le plus souvent, il y a une légère diminution de la fonction rénale, quelques lésions rénales. Mais ce n'est pas chez tout le monde qu'il y aura des lésions rénales. Et sur le plan clinique, la personne, de manière générale, il reste asymptomatique. Stade 3A, le taux de filtration glomérulaire est situé entre 59. Donc, il y a une perte légère à modérée de la fonction rénale et avec une apparition chez certaines personnes, la plupart du temps, apparition de fatigue ou des enflures, souvent confondues avec autre chose. Stade 3B, le taux de filtration glomérulaire ici situé entre 30 et 44, avec une perte modérée à sévère de la fonction rénale. C'est ici où les personnes se retrouvent dans une situation de complications. Stade 4, le taux de filtration glomérulaire est situé entre 15 et 29. Il y a une perte sévère de la fonction rénale. Ici, le plus souvent, les gens sont préparés à la dialyse ou à la greffe. Stade 5, c'est la dernière phase qu'on appelle phase terminale, l'insuffisance de la maladie rénale chronique. Ici, on parle d'insuffisance rénale terminale ou de l'insuffisance rénale chronique. Il y a besoin de consulter néphrologue, nutritionniste. Et le seul traitement qui reste dans cette phase, c'est la dialyse ou la greffe rénale. Donc, dans le vif du sujet, pourquoi parle-t-on de symptômes silencieux en cas de maladie rénale chronique? Vous avez vu avec les différentes phases, c'est à partir de la phase 3B que la personne peut maintenant commencer à avoir des symptômes avec fatigue chronique. Les vrais dangers de maladies chroniques, qu'elles sont souvent asymptomatiques, comme je viens de le dire. Et des fois, le diagnostic s'est fait comme ça, quand la personne arrive dans la phase critique. Voyons quand même quelques signes qu'on peut rencontrer, même si le plus souvent, c'est vraiment dans la phase tardive. Dans la phase tardive que les personnes arrivent à se faire diagnostiquer. C'est parce que les reins, nous les négligeons souvent et il devient aussi difficile à surveiller. Comme donc nous venons de le voir, les complications apparaissent à partir de stade 3B. Alors qu'au stade, là c'est juste pour montrer comment ça va vite. Stade 3A, il n'y a pas encore des symptômes. Et stade 3B, on entre déjà dans les complications. Donc voici quelques signes à surveiller, même si c'est tardif. Nous avons la plupart des temps, c'est vraiment une fatigue chronique. Malheureusement, cela peut se confondre avec plusieurs autres maladies. Le deuxième, c'est troubles de sommeil. Malheureusement, avec notre vie très occupée, la plupart des gens ont des troubles de sommeil. Enflure de jambes ou de visage, ça c'est quand même un peu spécifique, ça peut aussi se retrouver dans d'autres maladies. Urine mousseuse ou sanglante, faire attention à ne pas se négliger et penser que c'est seulement une infection urinaire. L'augmentation de la fréquence d'urine, surtout nocturne, ne pas confondre avec des maladies comme de la prostate ou autre. Hypertension artérielle. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention quand on a hypertension artérielle parce que ça peut affecter nos reins. Démangeaisons inexpliquées, perte d'appétit, nausées inexpliquées. Comme nous pouvons les constater, ces symptômes peuvent être facilement confondus avec plusieurs autres maladies. Alors là, nous allons reparler maintenant des causes et des approches. Nous allons insister sur deux approches comme nous avons l'habitude de le faire. L'approche médicale conventionnelle parle des principales causes de maladies rénales chroniques qui sont surtout le diabète et l'hypertension qui représentent 90% des cas. Donc après ça, la prise régulière de certains médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, vivre dans un environnement pollué, certaines infections rénales, des maladies auto-immunes. Donc tout ceci, toutes ces situations peuvent également endommager le rein. Alors qu'est-ce qui nous propose l'approche conventionnelle? Il y a une approche selon les stades. C'est un stade qui est considéré comme normal. Ici, c'est seulement la surveillance ou rien. Stade 2, encore considéré comme normal, c'est la surveillance ou rien. Stade 3, ici c'est là que commencent les traitements médicamenteux. Si on présente l'hypertension, le diabète, il y a l'hypertension, directement contre le diabète, la metformine, de fois. Stade 3A et stade 3B, donc ce sont les mêmes principes avec les traitements. Si la personne fait l'hypertension, on traite l'hypertension, fait le diabète, on traite les diabètes, on donne de la metformine. Stade 3B, deux fois suivi des néphrologues est nécessaire.
Stade 4, même principe que stade 3. On traite hypertension, on traite le diabète, metformine, insuline, et puis on fait un suivi avec le néphrologue. Ici, la plupart du temps, la personne est préparée déjà pour la dialyse, pour la greffe rénale. Stade 5, qu'on appelle aussi insuffisance rénale terminale. Ici, c'est vraiment le dialyse et un suivi par néphrologue, de fois nutritionniste. Nous voyons que quand le rein ne fonctionne plus, c'est-à-dire nous on se retrouve en stade 5 de la maladie rénale chronique, il existe des traitements comme les meilleurs, le dialyse et greffe rénale. Mais cette prise en charge, en réalité, elle sauve beaucoup de vies, de gens qui se retrouvent déjà dans la phase terminale parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Mais la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi attendre que les symptômes pour commencer à agir. Mais aussi, il faut vraiment considérer que ces prises en charge ne sont pas sans inconvénients. La dialyse, par exemple, c'est une grosse machine, oui, qui remplace le rein et qui le fait quand même assez bien, mais il y a beaucoup d'effets secondaires qui arrivent souvent pendant les séances. Et puis, il peut y arriver qu'on interrompt, beaucoup de choses. Et c'est très contraignant, ça demande beaucoup d'heures, ça demande d'être patient, ça demande de se déplacer. Peut-être dans certains pays, on peut recevoir le dialyse à la maison. Greffe, c'est la solution la plus durable, mais elle nécessite un donneur compatible et aussi une prise de médicaments et un suivi médical à vie. Alors là, nous allons maintenant parler de causes selon et des traitements selon l'approche fonctionnelle. Dans les causes profondes ici, il y a les causes profondes les plus fréquentes où même l'approche fonctionnelle n'a pas beaucoup de loisirs pour agir. Mais quand même, pour ces causes qui sont comme des causes génétiques, des causes de cancer auto-immune, bien qu'il n'existe pas encore de nombreuses interventions pour modifier le cours de la maladie rénale chronique, reliée à ces causes bien sûr, notre mode de vie, le mode de vie qu'on aura choisi va jouer un rôle vraiment déterminant dans l'amélioration de notre qualité de vie. Et pour la plupart des temps, notre mode de vie va retarder l'évolution de la maladie vers le stade terminal. Une approche fonctionnelle, on considère que les causes profondes les plus fréquentes sont celles pour lesquelles nous avons plus de contrôle. On parle des syndromes métaboliques. En le mettant tous ensemble, il y a l'hyperglycémie, il y a la résistance à l'insuline, il y a l'hypertension, il y a l'inflammation systémique. Toutes ces situations sont parmi les grandes causes qui entraînent des dommages et des perturbations sur la structure rénale. Alors, prévenir serait une bonne chose. À part ça, il y a l'alimentation. Les aliments ultra transformés, nous le savons déjà, c'est que nous devons savoir que ces aliments sont plus riches en sodium et faibles en potassium. Contrairement aux aliments entiers, qui sont d'habitude riches en potassium et faibles en sodium. Ceci donc va débalancer le rôle du rein qui est de maintenir un équilibre hydroélectrolytique quand on consomme plus d'aliments ultra transformés. Une autre cause profonde de problèmes rénaux, de maladies rénales chroniques, c'est la déshydratation chronique. Soit nous ne buvons pas assez, soit nous nous hydratons mal. Parce que beaucoup d'eau, il y a des gens qui boivent plus de 3 litres d'eau par jour. Sans électrolytes peut entraîner un stress au rein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le rein devient très nettoyé, ça perturbe son activité hydroélectrolytique. Donc, nous devons prendre soin d'être en mesure de coordonner la quantité d'électrolytes ingérés avec l'intensité d'exercice physique journalière. Certains médicaments, parmi les causes profondes des insuffisances rénales, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faut voir que nos jeunes filles consomment des anti-inflammatoires non stéroïdiens chaque période. Il y a les Advil, il y a les naproxen que nous prenons aussi à chaque traumatisme. Donc nous devons voir ça et le prendre avec modération. Donc ici, je parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans notre corps? Ils diminuent le flot sanguin au niveau du tissu rénal. Cela va entraîner donc la mauvaise circulation va entraîner une perturbation des activités au niveau du rein. Le PPIS, ce sont les bloqueurs d'acide gastrique. On en prend de tonnes en cas de reflux gastrique. Ils entraînent une réaction immunitaire et inflammatoire du tissu rénal. En plus de cela, ils diminuent l'absorption de minéraux comme le magnésium. Les antibiotiques.
on aime tous en prendre, mais ils ont une toxicité au niveau des tissus rénaux et endommagent les mitochondries cellulaires, avec comme effet perturbation de l'activité des mitochondries. Prévention et prise en charge fonctionnelle. Voilà ce que la prise en charge fonctionnelle nous recommande. Quelques conseils simples mais puissants. L'hydratation, ça c'est la première des choses. Nous devons nous hydrater qualité, 2 à 3 litres par jour. Surtout prendre de l'eau qui respecte une bonne balance électrolytique. Nous devons éviter les toxines, la pollution, les médicaments et vraiment prendre les médicaments si c'est nécessaire. Et donc là, on considère les anti-inflammatoires non stéroïdiens, j'en ai déjà parlé. Faire attention aux médicaments sans ordonnance parce qu'il faut connaître leur principe actif. L'alimentation, donc manger des aliments sains joue un rôle important sur notre équilibre de la pression artérielle, sur l'inflammation chronique, notre immunité, notre équilibre hormonal. En dehors de ça, équilibrer notre pression artérielle, sans oublier que l'hypertension artérielle est souvent considérée comme idiopathique, c'est-à-dire sans cause. Et pourtant, les causes sont connues, c'est dans notre vie de chaque jour. Ça peut être le stress, ça peut être le sommeil perturbé, ça peut être une carence en minéraux. Alors, nous devons faire de notre mieux pour agir sur ces causes, et par exemple en prenant une supplémentation ou bien en choisissant les aliments riches en minéraux comme magnésium, potassium, parce que ce sont des minéraux qui réparent le rein. Une autre cause profonde plutôt, c'est la glycémie, le taux de sucre dans le sang, le taux d'insuline dans le sang. Donc, évitons les aliments transformés riches en gras comme le pain blanc, comme le soda, les pâtes blanches, les pâtisseries, jus de fruits sucrés. Ça, ce sont des aliments à éviter. Et qu'est-ce qu'on fait? On les remplace avec les aliments qui sont pauvres en carbohydrates, les aliments qui sont pauvres en gras. Mais surtout aussi que nous soyons en mesure de mesurer, faire des prises de sang pour mesurer notre hémoglobine glyquée. Si l'hémoglobine glyquée devait être inférieure à 5,4 pour être sécuritaire. Quand on le fait aux 3 mois, c'est le minimum, aux 6 mois par année. Aussi, un autre point important à mesurer, c'est vérifier le pic glycémique après avoir mangé, parce que certains éléments augmentent tellement le taux de sucre que cela affecte la circulation au niveau de notre rein, surtout la microcirculation. Alors, il y a d'autres personnes qui ont quand même la possibilité de s'acheter des appareils de surveillance en continu, surveillance de la glycémie en continu. Ça, c'est encore meilleur pour faire un suivi en continu. Alors, quoi faire pour arrêter de saboter nos reins? Voici quelques conseils que je trouve intéressants. On commence par se situer par rapport au stade de maladie rénale. Est-ce que je suis dans les stades 1A, 3B, 4, 5 ou non? Savoir qu'il ne faut pas attendre d'arriver au stade 5 pour participer à la planification de ce soin. C'est à ce stade qu'on parle d'insuffisance rénale chronique où les reins sont vraiment endommagés, deviennent irréversibles. Je le répète encore, nous ne devons pas attendre d'en arriver là pour agir. Dans ce stade, on a besoin d'un suivi par un néphrologue, autre professionnel de la santé. Nous ne devons surtout pas attendre d'en arriver là pour agir. C'est pour cela qu'il y a nécessité de consulter les spécialistes qu'il faut ou bien les professionnels de la santé pour éviter d'en arriver là et nous prendre surtout en charge par nous-mêmes. Savoir qu'au stade 4 et 3B de maladie rénale chronique, les dommages rénaux sont modérés à sévères. Mais il y a encore de l'espoir pour réverser la situation. Alors en faisant quoi? Mettre en place le traitement prescrit par votre médecin, en respectant une diète rénale visant à réduire la charge de travail au niveau de votre rein. C'est-à-dire, on va agir sur les causes profondes, évidemment, et on va limiter, parce que la diète rénale limite le sodium, potassium, phosphore. Maintenant, un apport adéquat en protéines en favorisant une hydratation adéquate. Donc, en plus de cela, je ne sais pas si j'en ai parlé, c'est vraiment avoir un néphrologue, un nutritionniste ou même un naturopathe spécialisé dans le rein pour votre suivi. Savoir qu'à partir de stade 3A de la maladie rénale chronique, il faut commencer à mettre en place des interventions pour préserver vos reins. Ici, pour la plupart des temps, les reins fonctionnent encore bien, il n'y a pas de lésions. S'il y a de lésions, on vise à renverser le processus. Mais il n'y a pas encore de signes, de symptômes
ou des signes ou de perturbation des paramètres selon la prise des sang. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va agir sur notre rein pour lui permettre de se régénérer, renversant toute forme de dommage qui aurait pu déjà commencer à se produire. Donc ici, on va agir sur les causes profondes, c'est-à-dire prendre son traitement de diabète, d'hypertension, de lupus, etc. parce qu'il est capable de renverser ces causes profondes. Ici aussi, nous avons besoin d'électrolytes, comme je dis, pour réparer les reins. Dans cette phase, il n'y a pas de limite par rapport à l'électrolyte. On respecte les conseils simples que j'ai cités plus haut et on adopte un style de vie qui nous permet vraiment d'éviter les perturbations de la glycémie, du taux de sucre dans notre sang ou qui puisse provoquer une résistance à l'insuline. Alors ici, c'est vraiment important de consulter son médecin fonctionnel, son nutritionniste, certains naturopathes. Donc, nous devons travailler à préserver. S'il y a encore des lésions, on doit travailler à les renverser en suivant les conseils, mais aussi en adoptant un style de vie qui nous permet de préserver notre rein en bon état le plus longtemps possible. Donc, en conclusion, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? De quoi est-ce que nous avons parlé? Les reins sont des organes très essentiels, mais souvent ignorés et négligés. Nous avons vu que les maladies rénales progressent partout mondialement et que dans la majorité des cas, les gens sont diagnostiqués vraiment tardivement. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons agir. Pour la plupart des phases, quand on est diagnostiqué maladie rénale chronique, nous pouvons agir positivement. Quoi faire dès aujourd'hui? Parler à notre médecin, notre nutritionniste, notre naturopathe. Pour le moment, surtout aimez, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo pour avoir accès à d'autres conseils sur les maladies rénales chroniques. Dieu vous bénisse.